Bonsoir à tous. Florent Massot et Grégory Aimard, bonjour. Et ravi Bonjour. d'être avec vous ce Bonsoir. soir. On y arrive enfin, Florent, c'est bon, enfin cette rencontre arrive après de longs mois. Euh, on va peut-être commencer par présenter la maison. Florent, ça fait quand même très longtemps que vous êtes dans l'édition, mais Massot Édition n'existe que depuis 2017, ce qui est une surprise. Je pensais que c'était une maison assez ancienne et au final non. Non, mais en Comment... fait, Oui, moi, dites-moi. le premier Florent Massot, je crois qu'il édition, c'est 1988. Voilà. C'est effectivement une maison qui existe depuis. Moi, j'ai commencé à publier mon premier livre il y a 37 ans. J'ai fait des milliers de livres. Je pense plus, peut-être 1500, 2000 livres. Effectivement, sous plusieurs appellations, mais avec souvent mon nom en nom de maison d'édition. Donc il y a eu Florent Massot Édition et il y a eu Florent Massot Éditeur et Florent Massot Présente. Mais j'ai fait deux fois faillite. Donc là, c'est la troisième structure après s'être relevé de deux faillites, dû essentiellement à des problèmes d'actionnariat plus qu'à des problèmes de gestion. Donc heureusement, j'ai jamais été grillé économiquement hein, sur le marché. Il n'y a pas eu de plantage avec des grosses dettes et des gens plantés, mais voilà, des accidents, des choses qui font que on est plus fort après, hein, parce que c'est pas tellement valorisé en France, mais aux États-Unis, par exemple, quand on fait faillite, on dit bon bah au moins lui, il a cette expérience et puis bon, il va savoir un peu mieux gérer son truc. Donc voilà, la dernière version qui s'appelle Masso Édition et dans laquelle on a fait disparaître le Florent, elle date effectivement de 2016 et les premières publications 2017. Alors justement, Mais, par euh, rapport... Oui, mais pardon. juste enfin, j'ai aussi travaillé donc pour d'autres éditeurs, notamment les éditions des Arènes, où j'avais fait La vie secrète des arbres, par exemple, qui a été un gros succès. Et j'avais monté une maison d'édition qui s'appelait O Édition avec Bernard Fixot dans les années 2000. Donc il y a eu aussi ces deux pôles. Et pour finir, dans les collaborations extérieures, je dirige une collection qui s'appelle Aventure secrète, qui est la collection aujourd'hui spiritualité ésotérisme qui couvre 70% du marché dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Donc, il y a une collection chez J'ai lu Rouge, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup des gros succès voilà, du domaine. Donc, c'est pour vous donner voilà, la photographie de mes activités d'édition. Alors par rapport à cette dernière structure, donc Masso Édition, c'est vrai que là, alors je ne connaissais pas forcément les autres structures avant, mais là, vous avez quand même une maison d'édition très généraliste. Vous faites de la BD, vous faites de la fiction, de la non-fiction. Il y a un domaine également spiritualité. Euh, Est-ce que le fait d'avoir plusieurs pôles, c'est gage de réussite? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la forme, pour moi, importe peu. C'est le contenu qui est important. C'est ce qu'on va transmettre. Et donc, à partir de là, le parti pris, c'était de monter une maison d'édition qui accompagne le changement de société dans un monde voilà, en plein chaos. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme ouvrage qui soit un peu des phares, des balises et qui puisse donner un peu de direction. Alors, soit en disant voilà ce qu'on veut pas, ou soit voilà ce qu'on veut. Donc, des choses positives, mais aussi des choses qui critiquent et qui appellent un chat sur les dysfonctionnements de la société. Et donc, à partir de ce moment-là où j'ai pris ce parti de faire des ouvrages qui accompagnent ce changement, pour moi, la forme, on va faire de la bande dessinée, on va faire du roman, on va faire de la non-fiction, des documents, des enquêtes. Finalement, la forme est intéressante parce qu'elle va toucher des publics un peu différents. Pour certains, on va toucher des publics plus jeunes, pour d'autres plus âgés. Moi, j'essaye de toucher un peu aussi toutes les générations. Bien sûr, de toucher la jeunesse, parce que c'est par là que les choses se feront aussi. Mais voilà, pourquoi ces changements de forme? C'est parce qu'on est aussi dans un monde qui change très vite et que peut-être la bande dessinée, par exemple, en ce moment, est quelque chose qui permet, dans le roman graphique, de transmettre des concepts compliqués en les simplifiant et en les rendant un peu plus accessibles, comme d'ailleurs YouTube le fait. Il y a plein de YouTubeurs aujourd'hui qui font ce genre de travail de simplification, de vulgarisation. Je pense que la bande dessinée est un bon complément
et peut être la version livre un peu de ce genre de mode de transmission. Simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu et ça ne veut pas dire effectivement qu'on n'aborde pas des concepts compliqués. Et Dieu sait si dans ce changement de monde en ce moment, on est dans des concepts assez complexes en fait et qui ont besoin d'être transmis en étant, voilà, le plus clair possible. On a besoin de clarté. Donc tous les livres qui peuvent rendre clair, qui peuvent rendre explicite, moi, la forme importe peu finalement. Et ça fait parfaitement le pont avec l'ouvrage que j'ai lu récemment de Frédéric Debaumy et Benoît Guillaume sur les Rohingyas, qui est très engagé. Et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que on est dans une sorte de vulgarisation d'un pays qu'on connaît très mal en France, d'une population qu'on connaît également très mal et qui est exterminée la plupart du temps. Justement, est-ce que vous allez aller vers ce genre d'ouvrage plus régulièrement? Alors, J'ai l'année vu peu de... prochaine, on va avoir une dizaine à peu près de romans graphiques. Donc, on va en faire un sur les métaux rares avec Guillaume Pitron, qui est donc sur l'idée que le développement durable, c'est très joli, mais enfin, ça fait appel à des matériaux rares, parfois dans des conditions d'extraction qui sont très violentes pour les populations et qui ont aussi des répercussions climatiques. Donc là, on raconte toute l'histoire de ce que c'est que l'extraction justement de ces métaux rares. On va faire un ouvrage aussi autour de la collapsologie, on va faire un ouvrage autour de la relocalisation et des problèmes de délocalisation. Donc c'est un ouvrage en bande dessinée, tout ça, hein, assez politique. Et on va faire aussi un ouvrage sur la physique quantique qui explique un peu ce que c'est que la physique quantique. Donc voilà des bandes dessinées, effectivement, qui sont un petit peu voilà, entre le reportage, l'essai qui se documente, et à la fois accessible à tout le monde parce qu'il y a une espèce de narration qui rend accessible ces choses-là. On n'a pas parlé de l'organigramme de Masso Édition. Avec qui travaillez-vous? Est-ce que vous avez des freelances ou au contraire, vous êtes une Bah, maison déjà, d'édition? on essaye effectivement de ne pas être trop dans un truc néolibéral avec que des auto-entrepreneurs partout. J'essaye de salarier le plus possible de gens. Après, il y a la réalité économique. Hein, on n'est pas du tout aidé par l'État. Je pense qu'on obtiendra peut-être 10 000 euros et encore, on n'est même pas sûr d'aide de l'État alors qu'on a fait 3-4 mois blancs avec des librairies fermées. Donc, on a pendant 4 mois vendu 0 livre et qu'on n'a pas du tout d'aide. Les aides, elles vont plutôt chez Bolloré et Editis et qui se prend le gros pactole. Et donc, voilà, à la fois, j'essaye vraiment de lutter contre. L'idée, c'est quand même soit le changement que tu veux pour le monde. Bon, c'est une phrase un peu qu'on entend souvent aujourd'hui, mais donc de déjà faire soi-même, essayer de remplir un peu le contrat. Donc, de ne pas être que avec des freelances dont on peut dire bah, je bosse avec toi, je bosse plus avec toi, etc. Donc il y a aujourd'hui 5 salariés, alors qui sont pour la presse, 2 à l'éditorial, un qui est là, on vient de prendre en office manager, et Julia qui s'occupe donc des librairies et des réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est 5 personnes. Puis après, effectivement, il y a il y a des sous-traitants, il y a des imprimeurs, il y a des fabricants, il y a des correcteurs, il y a des traducteurs, il y a il y a d'autres attachés de presse en renfort parce que quand on sort 10 livres d'un coup, Lola, notre attaché de presse, ne peut pas suivre tout. Donc, on a quelques freelances comme ça. On a des lecteurs aussi, puisqu'on reçoit beaucoup de manuscrits. On reçoit des manuscrits tous les jours. Et on essaye de répondre à tout le monde. C'est ça qui est un peu notre mission aussi, de dire l'édition n'existerait pas s'il n'y avait pas d'auteur. Donc, on se doit quand même de répondre à tout le monde. Au moins quelque chose, bon, voilà, on a aimé, mais ça ne fonctionne pas à tel endroit, ou vous devriez revoir ça. Ou... Bon, tout ça, ça prend du temps. C'est pas très économique parce que, bon, forcément, de quasiment tout ce qu'on reçoit, on n'en publie quasiment pas, mais enfin, à part quelques rares exceptions. Mais,
Du coup, voilà, on a aussi des lecteurs, puis après on fait des comités de lecture, on échange, voilà un peu la vie de la maison. Sandra? Oui, bonsoir Florent, merci Bonsoir. d'être avec nous. Par rapport à cette thématique de l'accompagnement du changement de la société, vous dites notamment sur votre site que vous cherchez à ce que les lecteurs deviennent acteurs aussi de ces changements. Alors j'ai deux questions par rapport à ça. Oh, excusez-moi, mon téléphone qui sonne. Finalement, ce n'est pas Florent qui sera Désolée, dérangé par les bips. je C'est suis bien désolée. Sandra. Donc ma première question, c'est est-ce que vous vous considérez comme un éditeur engagé dans ce sens et dans quelle mesure vous réussissez à toucher vos lecteurs justement potentiels, peut-être par le biais de vos choix et puis par le biais, je ne sais pas, de votre quantité de vente aussi. Voilà ma Alors, question autour de ça. éditeur engagé, effectivement, on a des procès même. Là, il y a un de nos versions d'Areva qui nous attaque. On a reçu 75 pages de procédures sur un livre où on dénonce effectivement un certain nombre de choses. Donc, éditeur engagé, oui, je pense, quand on publie Crépuscule, qui dénonce l'oligarchie et qui dénonce effectivement la concentration des pouvoirs dans la presse, oui, un peu engagé, c'est sûr. Donc engagé dans ce sens-là, et puis après engagé dans le sens où j'essaye de moi-même vivre, de m'engager dans les choses. Donc quand je publie le manifeste du Conseil national de la nouvelle résistance, c'est un mouvement qu'on a créé à 4 personnes et qui aujourd'hui a donné lieu à des milliers et des milliers de gens qui nous rejoignent au CNNR. Mais donc, c'est aussi un engagement politique à ce moment-là. Le CNNR, pour vous, c'est un peu ce que je disais, voilà, il y a l'activité d'édition, mais au-delà de l'activité d'édition, il y a aussi mon engagement, effectivement, dans la société civile, sur le terrain, où moi-même, je pratique, si je fais par exemple des livres sur le yoga, mais je pratique le yoga, donc je m'engage en expérimentant moi-même les choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que j'essaye de me déplacer, j'essaye d'aller sur le terrain, j'essaye de vérifier aussi les choses en croisant les informations. Parce que je crois au pouvoir et à la force du livre et à cette force transformatrice que peut avoir le livre. Et du coup, il faut faire attention, parce que quand on s'engage aux côtés d'un auteur et qu'on s'engage à l'accompagner, c'est vrai que c'est pas mal d'en connaître un petit peu les fondements. Donc, par rapport à l'engagement, voilà. Et ça, je pense que ça a toujours été, parce que dans les premiers livres que j'ai faits en 85, c'était sur la torture au Chili. Et je me souviens à l'époque que la police de Pinochet faisait sauter des immeubles entiers même de journalistes qui parlaient effectivement de la dictature chilienne. Il y avait eu des meurtres en Suisse, etc. Donc cet engagement, à l'époque, on m'avait dit fais attention, tu peux être suivi, il faut que tu prennes un certain nombre de mesures parce qu'on dénonçait, on donnait les noms aussi des gens qui avaient torturé. Donc c'était déjà un engagement à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est pour la partie engagement, effectivement. Et je pense que c'est notre rôle à nous, éditeurs indépendants. Moi, j'ai personne dans le capital, j'ai pas Bolloré, je n'ai pas Bernard Arnault, donc j'ai une certaine liberté. Et cette liberté, effectivement, c'est très précieux dans ce monde aujourd'hui de concentration et de manque d'information. Ça devient de plus en plus rare, je trouve. Et donc, cet engagement, il va aussi avec cette difficulté aujourd'hui d'être libre. Donc ça, c'est pour la partie engagement. Après, sur la partie comment est-ce qu'on touche nos lecteurs, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des auteurs chez nous qui ont leur propre communauté. Si je parle de Emma, par exemple, Emma, un autre regard, donc avec qui on a fait la charge mentale, c'est quelqu'un qui avait déjà une bonne communauté. Et donc la transposition de son travail en livre nous a permis de nous connecter avec son public et à la fois pour elle de multiplier par 20 ou par 100 le nombre de gens qui la suivaient.
Donc voilà, on s'auto-nourrit en fait. Le fait que le livre aille en librairie lui fait grandir sa communauté, mais il y avait déjà une communauté de départ. Donc on a des auteurs comme ça qui sont eux-mêmes déjà connus dans leur... Patrick Burensteinas, qui est un alchimiste, a déjà sa communauté qui le suit. Donc c'est parfois leur premier livre, mais de gens qui ont déjà une communauté. Puis après, il y a des gens qui n'ont pas du tout de communauté, et là, on essaye effectivement de les faire connaître. Alors, je parlais justement de cette difficulté avec les médias. C'est vrai que quand on fait un livre sur Areva qui dit que voilà, il y a eu des gros détournements de fonds, bah, les médias traditionnels, on n'y a pas accès. Là, on va faire un sur la 5G et sur aussi les fabricants de téléphones portables. Comment, en fait, les fabricants de portables ont trafiqué un certain nombre de données pour permettre aux portables d'être mis sur le marché, alors que 90% ne devraient pas être sur le marché. Eh bien, on a des difficultés à avoir des médias parce que ben, les opérateurs, forcément, sont soit diffuseurs de ces médias, comme Orange, ou sont eux-mêmes voilà, partie prenante avec les opérateurs. Et les opérateurs, bon, ben, ils ne sont pas toujours très, très contents, effectivement, qu'on dénonce ces trucs-là, et c'est des gros annonceurs. Donc c'est pas simple de pouvoir faire connaître nos livres sur la voie traditionnelle. Avant, on faisait un plan de lancement, on avait 5 médias, et puis on avait une radio, on avait une télé, etc. Moi, j'ai connu vraiment la manière de lancer les livres de cette façon. On pouvait compter sur une émission sur Canal+, on pouvait compter sur une émission à la radio, on pouvait compter sur un grand quotidien. Aujourd'hui, nous, on n'a plus accès en fait, à ces médias-là. C'est-à-dire que comme on critique et que quelque part, on parle un peu de ces dysfonctionnements dont sont responsables un certain nombre de ces actionnaires, en fait, on n'a plus la place pour ça. Et du coup, on réfléchit à monter, on est en train de monter une web TV avec un certain nombre de collaborateurs et de journalistes qui ont vraiment pignon sur rue pour pouvoir justement parler librement de ces ouvrages. Et bon, ce sont des journalistes qui parfois font 1 million, 2 millions d'audience sur des sujets. On a des lancements de livres où on a fait comme ça sur des web TV 2 millions d'audience. Donc c'est à peu près la même chose qu'un France Télévisions. Et donc il faut absolument qu'on continue à développer ça. Par rapport, vous parliez justement tout à l'heure de Crépuscule de Juan Branco. Il a été fait donc en coédition avec Au Diable Vauvert, qu'on a reçu d'ailleurs il y a quelques mois. Comment Okay. se passe cette coédition justement? Moi, j'aime bien faire des coéditions déjà parce que c'est vrai qu'on on est souvent seul, surtout sur des livres comme ça où on peut se prendre beaucoup de procès, etc. Donc, d'échanger en fait avec d'autres confrères, éditeurs, consoeurs, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'on est toujours plus fort à deux que tout seul. Donc, j'ai beaucoup aimé travailler avec Marion Mazorik. On a beaucoup échangé parce qu'on avait quand même beaucoup de pression en sortant ce livre. Et donc c'était agréable finalement de partager ça, partager notre expérience euh, et finalement relire le texte, accompagner Juan, puisque l'histoire de ce bouquin, c'est d'abord un livre qui circule gratuitement, hein, qui touche des centaines de milliers de lecteurs. Je crois qu'au moment où nous, on décide de publier, il y a eu 600 000 ou 700 000 téléchargements du livre gratuitement. Et nous, on décide d'en faire une version papier. Et donc, on la corrige avec lui pour la rendre plus compacte, parfois peut-être plus explicite, etc. Donc là, on fait notre travail d'éditeur. Et là, c'était très agréable, effectivement, avec Marion de travailler, voilà, de travailler ensemble, d'échanger nos connaissances. Voilà. Et ça, je vais continuer. Je vais en faire d'autres. Le duo avec Marion, on l'a reçu et véritablement, c'est une boule de feu. Oui, Le duo avec vous est véritablement une superbe alchimie. Je trouve que voilà. Et en là, tout cas, c'est bien senti. oui, oui, c'est bien. Là, on va faire des choses avec Henri Trubert, des Liens qui libèrent, qui est une très belle maison. Et on va faire des coéditions aussi ensemble. Et on est très contents, en fait, parce que on se sent assez seul quand même, nous petits éditeurs, là, par rapport à ces grosses machines. Il faut voir que Editis, là, de plus en plus, ils rachètent des maisons. Il y a une concentration, que ce soit chez Hachette, que ce soit chez Gallimard ou chez Editis. Donc,
on a besoin de se soutenir les uns les autres, je pense, dans ce changement de société. Alicia? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu assez par rapport aux Oui, bien sûr. lecteurs. Par rapport aux lecteurs, voilà, c'est vrai qu'en librairie, c'est compliqué et que ça ne marche pas tout seul. Il faut vraiment, heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que sans ça, on ferait des livres dont personne n'entendrait parler. Donc, parce que dans les médias traditionnels, c'est fini pour nous, quoi. Ouais. Assez terrible comme nouvelle quand même. Alors Euh, après parfois, ce qui peut se produire, c'est qu'on fait des gros succès et du coup, la presse est obligée d'en ouais. parler. C'est ce qui s'est passé pour Crépuscule. C'est-à-dire que le Parisien a dit un livre, parce que c'est un livre dont on a vendu 100 000 exemplaires sans avoir eu un article de presse, Incroyable. pas une émission de radio et pas une télé. 100 000 exemplaires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu une dépêche AFP, puis le Parisien, etc., on en parlait, en disant un livre phénomène qui a marché par son public, etc. Voilà. Donc, on peut faire des succès aujourd'hui sans passer effectivement par la voie classique. Mais bon, malheureusement, c'est pas à chaque fois. Alicia? Bonsoir, bonsoir et merci pour ce live. Déjà, je tiens à vous dire bravo parce qu'effectivement, l'indépendance est difficile de nos jours. Et vous faites une transition parfaite avec ma question. Est-ce que on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais pas que, des initiatives citoyennes et individuelles. Bon, on regarde le zéro déchet, on regarde le référendum pour les animaux, que sais-je. Est-ce que vous voyez, vous, depuis tout le temps que vous travaillez sur le secteur de l'édition, un réveil des consciences ou est-ce que c'est un vain feu de paille? Est-ce que À vous y l'intérieur de croyez? l'édition, Plutôt sur le public, est-ce que vous voyez que les gens sont de plus en plus vraiment réceptifs ou est-ce que c'est une illusion finalement? non, moi, je me souviens, j'avais fait le livre Zéro déchet de Bea Johnson que j'avais présenté aux représentants. Quand j'ai présenté ça aux représentants, j'ai dit, écoutez, moi, je crois que ça va être un gros succès. Ils m'ont regardé, ils ont dit, un livre sur les déchets, un gros succès, mais t'es complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Et donc, vraiment, et ça, je l'ai vécu plein de fois sur plein de livres que je présentais, on me disait, mais zéro déchet, mais on s'en fout. C'est quoi le problème? Et voilà, et on a vendu 100 000 exemplaires. Donc, et le mouvement zéro déchet, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent. Donc, effectivement, un livre, parfois, ce sont des mouvements qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Je pense que les livres sur l'écologie qu'on faisait il y a un certain temps n'avaient pas le même écho qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Je pense que sur le réchauffement climatique, il y a quand même une progression. Donc oui, je pense qu'il y a une progression. Après, par contre, dans le monde de l'édition, là, par exemple, on n'a pas de papier recyclé en France. Donc, si on veut utiliser du papier recyclé, il faut qu'on aille l'acheter en Chine et qu'il vienne en bateau, ou on a qu'à même faire venir du papier recyclé en avion, comme ça, c'est encore mieux. Ça ne prend pas de temps, et puis voilà. Et après, on peut mettre qu'on est écologiste. Donc, parce que parfois, on me dit, mais pourquoi tu n'utilises pas du papier recyclé? Je dis, parce que simplement, la filière recyclée en France n'a pas été soutenue par l'État, par les subventions, et du coup, a été obligée de fermer parce que le papier recyclé coûtait plus cher que le papier non recyclé. Donc, où est-ce qu'on en est, en tout cas, nous, en termes de fabrication? Pour l'instant, c'est une catastrophe. Moi, j'ai fait partie de réunions sur la préoccupation écologique de l'édition, et franchement, à part d'essayer d'éviter de payer des taxes, la préoccupation des grosses maisons, en essayant de démontrer que le livre, on ne le jette pas, donc ce n'est pas polluant. Ça, c'est la super... voilà. Mais sinon, on est encore très, très loin. Mais voilà, notre public, lui, de changement de société, etc., oui, il existe. Il existe. Moi, alors, dans l'expérience citoyenne que j'ai, donc, j'avais aussi participé aux Incroyables Comestibles, qui était un mouvement donc, qui faisait pousser des légumes et des fruits et qui les mettait en partage. Et voilà, le truc, il a grossi, il a grossi, il a grossi. Je pense que les expériences de permaculture, les expériences de main dans la terre, les expériences de tout ça est en train de croître. Pas assez vite, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on soit, il faut que la cohorte, il faut que le groupe soit suffisamment grand pour qu'il puisse avoir un poids.
Et malheureusement, c'est trop lent par rapport aux catastrophes qui peuvent venir devant nous. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas économe ni dans mon temps, ni dans le nombre de livres que je sors, etc. Parce que je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, on a sorti 12 livres donc, en 3 semaines. Et parce que je sens que c'est maintenant, c'est pas en 2000. Moi, je dis souvent aux auteurs, je dis, c'est pas 2022. 2022, on ne sait même pas où on sera. Hein. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut sortir les livres sur le changement climatique, parce que. Et 2025, l'intelligence artificielle sera déjà là. Voilà, c'est maintenant qu'il faut parler de ces problématiques de transhumanisme, parce que quand on aura tous une puce dans la tête, ce sera foutu. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut, pour que les gens aient le choix au moins, qu'ils aient le choix en connaissance de cause. Après, on peut avoir envie de se mettre une puce sur la tête, pourquoi pas. Bon, au moins, après avoir lu le livre de Grégory, ben voilà, on pourra peser le pour et le contre. Et c'est pour ça que, effectivement, on aimerait que ça soit plus vaste. Je vois que les livres qui marchent en ce moment sont souvent des livres de divertissement, parce que les gens en ont trop sur la patate. Donc, ils disent un livre encore qui nous parle le tsunami du transhumanisme, alors qu'on est déjà dans le tsunami du Covid, plus le tsunami du réchauffement climatique, ça commence à faire beaucoup. Donc, le problème, effectivement, c'est comment arriver à mobiliser les gens alors qu'ils ont un quotidien très difficile aujourd'hui. Je peux comprendre qu'ils aient envie d'aller voir une série sur Netflix pour se divertir. On peut comprendre, bien sûr, parce qu'on vit tous en ce moment des moments très compliqués. Mais si on n'affronte pas ces trucs-là, ça sera encore plus compliqué en 2021 et encore plus compliqué en 2022. Donc, voilà. Mais effectivement, pour répondre à votre question, est-ce que je sens quand même quelque chose croître? Oui, parce que, et on le voit quand on parle à des libraires ou quand on parle à des représentants, ils nous regardent peut-être moins avec des gros yeux comme ça en disant mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Voilà. Donc, effectivement, ça avance. Béa? Oui, bonsoir, bonsoir Florent, bonsoir Grégory et bonsoir à tous. Alors, je reviens juste sur ce que vous venez de dire, parce que j'ai trouvé ça un tout petit peu contradictoire. On parle des déchets, etc., qui est une des thématiques que vous proposez dans votre édition. Et juste après, vous dites que vous avez sorti 12 livres en 3 semaines. Ouais. Quand on voit tout ce qui part au pilon, ma question est de savoir comment est-ce que vous gérez chez Massot Édition Oui. le tirage de vos livres. Voilà, parce Alors, qu'il faut en sortir assez pour qu'il y ait du choix, comme vous dites, pour les lecteurs, mais en même temps pas trop pour que ça parte au pilon. Comment vous gérez ça dans cette problématique écologique? oui. Alors déjà, pour dire, les 12 titres sont dans des domaines très différents. Hein, donc, c'est-à-dire que ça va des violences sexuelles voilà, à des choses au contraire sur l'économie. Donc, ça s'adresse à des publics différents. Bien Alors sûr, après, il y a ça une m'a surprise du coup, transversalité. comme ça. Oui. Donc, il y a quand même on a quand même un public qui nous suit, qui achète, effectivement, qui va passer du féminisme à l'écologie en passant par l'économie. Mais on va avoir aussi un public qui va cibler sur un bouquin et qui ne va pas forcément aller sur les autres. Du coup, on n'est pas dans une surproduction de livres qui s'annulent les uns les autres. Parce que le danger, effectivement, et moi je me pose toujours la question sur les livres qu'on fait, c'est est-ce qu'ils existent ailleurs? Et à ce moment-là, on ne les fait pas, parce qu'ils existent ailleurs. Donc autant, voilà. On n'est jamais en compétition, on n'est jamais en surenchère avec d'autres. Moi, dès que je vois qu'il y a un sujet qui est traité, je dis OK, ça c'est cool, ça laisse de la place pour autre chose. Donc, tous les sujets qu'on traite en ce moment, le phone gate, la 5G, il y a un livre pour l'instant sur la 5G, mais qui n'est pas assez poussé. Le nôtre fait une enquête un peu plus poussée. À chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on apporte de plus, etc. Donc ça, déjà, c'est pour répondre à la diversité, la multiplicité. Après, c'est vrai qu'on fait des tirages de plus en plus courts parce qu'on a aussi des machines aujourd'hui qui impriment plus rapidement. Et donc, on fait des tirages et des mises en place. En fait, la crise, les difficultés qu'on rencontre en librairie, etc., ont un côté positif, c'est qu'on a des mises en place beaucoup plus faibles. Là où on mettait 10 000 exemplaires en place, on n'en met plus que 2 000 en place. Donc, tout est divisé par 5. Et donc, du coup, les retours aussi, on a très peu de retours aujourd'hui.
Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, on avait des retours des libraires parce qu'il y avait beaucoup d'invendus, parce qu'on mettait beaucoup en place. Puis comme on mettait beaucoup en place, on ne vendait pas tout et les livres revenaient. 60% de l'empreinte écologique, c'est le transport. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment faire attention au transport. Moi, je suis pour qu'on lance une édition locale, comme on fait pour le locavorisme, que demain, moi, je voudrais investir dans une machine à imprimer, et puis que les gens ils viennent chercher les livres au cul de l'imprimerie, en disant, voilà, je pense qu'à partir de l'année prochaine, je ferai des bouquins comme ça, qui auront 60%, 70% d'empreinte écologique en moins. Ça sera un choix radical, mais vous viendrez, voilà, il y aura l'adresse, vous venez, ou quelqu'un prendra des bouquins pour les autres, etc., fera le chemin et dira, j'en prends 10, parce que j'ai 10 copains qui s'intéressent au truc. Et là, on aura résolu à la fois le problème de l'empreinte écologique, en tout cas, on l'aura fait baisser de manière 70%, on aura fait baisser les coûts énormément, puisqu'on n'aura plus les coûts de distribution et on aura plus... et donc, on pourra vendre des livres à 3-4 euros au lieu de 20 euros, puisque pour l'instant, et encore une fois, je soutiens complètement la librairie et je sais que c'est un secteur difficile, etc. Mais c'est vrai que sur un livre, 55% déjà, ça part dans la distribution et dans la librairie. Donc, si on fait des livres comme ça qui sont vendus directement, alors soit chez nous, mais soit, pourquoi pas, dans des librairies justement qui elles-mêmes parce que j'avais vu ça à New York, en fait, dans une librairie, ils avaient une machine qui s'appelle l'Espresso et qui permet de faire des livres en 1 minute. On vient avec son fichier, on rentre la disquette, enfin la clé USB, et hop, on a un bouquin imprimé, couverture, etc. Pour, alors 3 minutes pour le premier et 1 minute pour le second. Donc si on en fait 4, 5, ça prend 5, 10 minutes. Et donc, ce type d'édition, je trouve, serait assez éco-responsable, en fait, dans la dynamique. Parce que moi, je ne suis pas pour la multiplicité, moi, je trouve ça bien, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et parfois, un livre, il suffit d'un lecteur qui va être transformé sur un livre pour que le livre ait eu raison d'être. Un livre peut sauver une vie, un livre peut déclencher un changement chez quelqu'un, etc. Donc, je suis pour la multiplicité. Après, je ne suis pas pour la surproduction, je ne suis pas pour la surconsommation, ou pour pousser des gens à lire un truc qu'ils n'avaient pas envie de lire, ou voilà, ou les manipuler pour que tout à coup, enfin, cette société de consommation qui nous manipule justement pour nous faire apprendre des trucs dont on n'avait pas l'usage ou l'utilité. Mais par contre, de multiplier les manières de raconter, de transmettre, etc., moi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut avoir le sens, effectivement, des matériaux. Et ça, c'est aussi une préoccupation que j'ai. C'est qu'un livre, parfois, quand il a très peu de public, il y a des livres, franchement, ils peuvent avoir 100, 150 lecteurs. Et c'est des très bons livres, mais ils sont sur un niche, un truc tellement précis que il ne faut pas à ce moment-là faire appel à nous, parce que nous, on est des semi-industriels quand même. On est sur des machines qui, effectivement, justifieraient plus un lectorat de 1000, 2000 personnes. Quel discours surprenant, Florent, quasiment une fin des librairies prochaines. Non, parce que justement, c'est là, moi j'avais alerté les libraires en disant, il faut que vous ayez cette machine. On mutualise, on prend une machine par grand libraire des grandes villes de France. Et comme ça, en fait, les gens, ils viennent chercher le bouquin chez le libraire. Les distributeurs qu'on squeeze, mais ils vont m'adorer s'ils m'entendent. Mais les libraires, moi, c'est très important. Un libraire, c'est un filtre aussi. C'est quelqu'un qui peut guider un lecteur. Il y a tout un travail formidable des libraires. Hein. Donc, je ne veux pas du tout squeezer la librairie. Hein. Loin de moi cette volonté. Mais je voudrais qu'on soit cohérent avec une éco-responsabilité, effectivement. Comment est-ce qu'on peut être éco-responsable ensemble? Et le libraire, s'il a la machine, il peut tout à fait le faire. Très bien. Jennifer et Franck, le couple le plus célèbre d'Instagram. Gentil.
Oui, on avait une question. On voit que vous êtes plein de rêves et plein de projets. Du coup, j'avais une question, c'est quel livre auriez-vous rêvé de publier? Bah, j'ai pas de frustration, hein. Franchement, j'ai pas de frustration. J'ai une chance énorme. Ce que je disais au début de l'entretien, là, c'est que j'ai dû publier, je sais pas, j'ai pas à compter, mais enfin, si j'en publie 50 par an, ça fait 37 ans. Donc, on ne doit pas être loin des 1500 livres. Et donc, j'ai pas de frustration. J'ai pas de truc où je me dis, ah mince, pourquoi je vais pas publier ça, etc. Dan Brown, par exemple, je l'ai eu entre les mains. Alors, économiquement, je peux me dire, oui, peut-être Da Vinci Code et tout, mais je me souviens de mon honnêteté de lecteur qui lit le début et qui dit, voilà, je trouve que c'est pas super bien écrit. Bon, voilà, j'assume, hein. De toute façon, je pense que je l'aurais pas eu parce qu'il y aurait des surenchères, etc. Donc après, on ne fait pas l'histoire. Et puis, je serais peut-être devenu très riche et très con. Donc enfin, je suis peut-être très con et maintenant, mais en tout cas, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, j'ai pas de frustration. J'ai pas de frustration. Je suis tellement nourri de toutes ces rencontres, de tous les livres. J'ai rencontré. C'est un métier formidable parce que vous voulez rencontrer quelqu'un, vous dites, je vous propose de faire un livre et vous le rencontrez. J'ai fait des rencontres hallucinantes grâce à ce métier. Des entretiens avec des gens, voilà, qui étaient vraiment les personnes que j'avais envie de, de rencontrer pour faire des choses avec elles. Donc, j'ai pas de frustration par rapport à ça. Annie Rose? Bonsoir. Vous avez publié Baise-moi, le premier roman de Virginie Despentes, qui a du coup marqué son époque et qui a lancé sa carrière. Est-ce que vous pensez qu'un livre comme celui-ci aujourd'hui pourrait être encore publié? Ouais, c'est une bonne question. Bah, justement, ma fille, l'autre jour, elle était en train de le lire et c'est la question que je me suis posée à ce moment-là. Parce qu'à la fois, on a fait des avancées. Alors peut-être pour ce qui est d'étonnant, c'est que le scandale à l'époque n'était pas sur le fait que deux femmes voulaient tuer, parce que bon, enfin, donc ces deux femmes qui ont subi des viols hein, et qui à un moment donné couchent avec des hommes et les tuent, bon, pour se libérer, enfin de cette violence qu'elles ont subie. Donc c'est pas ça qui a fait scandale. Ce qui a fait scandale à l'époque, c'est que l'héroïne a raconté une scène de règles dans la salle de bain. Et on a reçu des lettres d'insultes, on a reçu des gens qui disaient c'est une honte, ce n'est pas de la littérature. Raconter une scène de règles dans un livre, c'est vulgaire, c'est scandaleux, ce n'est pas de la littérature. Voilà. Ça, en 94-95, c'était comme ça que les choses étaient ressenties. Je ne pense pas aujourd'hui, pour publier des livres justement qui parlent quand même pas mal de ça, entre Emma et d'autres, donc on raconte beaucoup plus de choses sur le clitoris ou sur voilà, toute la sexualité féminine. Donc il y a eu des avancées, je pense. Par contre, sur d'autres formes, il y a dans les scènes là, justement qui sont assez violentes de la part de... Je pense qu'on aurait beaucoup plus de problèmes sur ce plan-là, mais pas sur le plan moral, en fait. Une espèce de peut-être de conservatisme un peu, mais prétexte pour effectivement empêcher ce genre de bouquin de sortir. Ce qu'on n'avait pas eu à l'époque. Ce qu'on avait eu à l'époque, c'était plus effectivement, c'est pas possible, on peut pas, etc. Ou alors même sur la manière sur le phrasé, qui était assez. Les gens disaient mais c'est une langue parlée, etc. Et moi je disais non, c'est une adaptation de la langue d'aujourd'hui en littérature. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est devenue, à un moment donné, membre de l'Académie du Goncourt, qu'elle a eu des prix, etc. C'est parce qu'on a reconnu qu'elle était un écrivain, qu'elle était capable de transposer dans la littérature cette langue vivante orale, mais que ce n'était pas de l'oralité. Moi, j'ai jamais trouvé que Baise-moi, c'était une retranscription d'oralité. Il y a vraiment quelque chose de littéraire. Mais aujourd'hui, ça, je pense que c'est admis. À l'époque, ça ne l'était pas. Donc oui, aujourd'hui, ça serait possible, mais on aurait certainement des problématiques, mais pas les mêmes. Voilà. Sandra?
Oui, Florent, je voulais revenir sur la question de la promotion des livres. Donc vous parlez des librairies, vous aviez parlé aussi tout à l'heure des réseaux sociaux qui étaient un outil, selon vous, indispensable aujourd'hui. Alors je pense on est en tout cas très concernés hein, forcément par ce sujet-là. Euh, Déjà, enfin, j'ai deux questions en fait par rapport à ça. Comment vous gérez ça et comment vous impliquez finalement votre maison d'édition dans ces réseaux sociaux? Quelle dynamique vous avez engagée? Et puis par rapport à l'action éco-responsable que vous portez, hein, on vous entend ce soir, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction en fait dans l'utilisation des réseaux sociaux, sachant que moi-même, hein, je suis un peu comme vous, enfin, je soutiens l'éco-responsabilité, mais à la fois, évidemment, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction et comment vous gérez ça finalement Alors, moralement? c'est vrai qu'à un moment donné, on a cru que le livre numérique peut-être allait être la réponse aux problématiques de pollution, de distribution, etc., qu'on allait régler à travers ça toute cette empreinte écologique. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement le numérique était très chronophage et d'eau pour les circuits de refroidissement, de stockage, etc., que les tablettes elles-mêmes vont utiliser ces fameux métaux rares dont je parlais au début. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui la solution. C'est vrai que j'aurais pu à un moment donné basculer en me disant je deviens uniquement éditeur de livres numériques pour pallier à ce problème-là. Et à un moment donné, les chiffres nous ont montré que c'était beaucoup plus compliqué et qu'un livre numérique aujourd'hui a une empreinte quasi similaire à celle du papier, voire un peu plus parfois dans son empreinte écologique. Donc, du coup, je n'ai pas poussé à fond sur le numérique par rapport à ça. Maintenant, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, bon, après, je pense que c'est à chacun d'en faire bon usage aussi, de maîtriser. Nous, on fait des livres justement aussi sur comment est-ce qu'on maîtrise sa consommation numérique. On a fait un livre qui s'appelle L'ennui vous sauvera. Et là, on va faire un livre donc sur la téléphonie. On montre à quel point il faut quand même faire attention aux écrans pour plein de domaines écologiques, mais aussi pour la santé. Donc, on n'est pas dans un truc à tout va, soyez à fond sur les réseaux sociaux, etc. C'est juste que si on en fait bon usage, c'est comme tout en fait. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser, voilà, le temps d'écran. On a essayé de l'utiliser pour s'informer, pour effectivement aller voir de l'information qu'on ne peut pas avoir à travers les télévisions, les médias classiques, ce genre de choses. Mais après, c'est à chacun de faire son propre usage, je pense. Voilà, donc. Et vous l'avez dit tout à l'heure, sans Internet, vous ne seriez quasiment plus visible dans la Oui, sphère je pense qu'on peut médiatique. plus. Alors, on aurait peut-être trouvé autre chose, hein, ceci dit, parce que c'est la créativité, elle vient aussi de la contrainte. C'est-à-dire que peut-être on ferait du porte-à-porte, peut-être que on aurait trouvé un autre mode. Hein. À chaque époque, on essaie de trouver Quand je parle de l'imprimerie et des gens qui viendraient donc chercher les livres directement à l'imprimerie, bon, bah, c'est une réponse à une situation donnée aujourd'hui. Et donc, peut-être que s'il n'y avait pas Internet, on trouverait autre chose. Hein. Voilà, Mais en tout cas, dans le moment présent, c'est vrai que c'est un bon moyen de diffuser de l'information. Et c'est pour ça qu'on veut monter aussi cette web TV, parce qu'on se dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et que donc, si on n'arrive pas à le trouver ailleurs, hein, faisons-le. Mais effectivement, tout ça, c'est une question de dosage, en fait. Le voyage est une question de dosage. Toute l'utilisation des choses qui ont une empreinte est une question de dosage pour la personne qui les utilise. Donc, à nous de ne pas manipuler les gens pour ne pas les amener à consommer des choses qu'ils ne voulaient pas consommer. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime bien une certaine forme de radicalité dans nos livres. Parce que les livres qu'on fait en général, ils appellent un chat un chat. On ne tombe pas par hasard sur ces bouquins. Et puis, en général, on a des couvertures qui sont explicites, on a des messages qui sont explicites. Et après, voilà, c'est pas, on va vous faire une couverture qui vous fait miroiter, machin. Et après, à l'intérieur, on se retrouve la moitié du bouquin, on se dit, mais c'est pas du tout ce que je voulais. On essaye en tout cas.
de répondre à la promesse du livre dès le titre, dès la couverture. Alors le pont va se faire avec Grégory, justement. Florent, comment avez-vous découvert Grégory Aymar et pourquoi ce roman sur le transhumanisme? À noter d'ailleurs quand même que le sous-titre est très important, le transhumanisme, une nouvelle religion. Là, les deux sont quand même extrêmement liés dans le roman. Donc pourquoi cette découverte avec Grégory? Je me souviens d'une conversation avec... j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama 6 fois et on avait une discussion ensemble justement autour de l'intelligence artificielle et de l'incarnation de l'âme. Et en fait, c'était une discussion assez intéressante et il en a parlé quelques fois dans des interviews. Et c'était vraiment une question que je me posais qui était est-ce que d'abord le plus important, pour des gens qui pensent que la conscience peut être ailleurs que uniquement dans notre cerveau, qu'il y a une conscience non locale, qui est un champ universel, qui est quelque chose que certains vont appeler Dieu, d'autres l'univers, d'autres le champ unifié, donc d'autres la conscience universelle, etc. Pour les gens qui pensent qu'il y a quelque chose au-delà de notre propre esprit, cerveau, la question est effectivement, s'il y a une fin de l'humanité, est-ce que la conscience survivra? Est-ce qu'elle ne passe que par le prisme de l'homme, par en tout cas un biais développé, ou est-ce qu'elle est finalement capable de se développer dans tout? Donc j'étais un peu dans ces interrogations. Et puis là-dessus, Grégory nous envoie son manuscrit. Et donc c'est vrai que je le lis et je me dis, mais c'est génial, parce que là on est vraiment dans cette interrogation, avec ce héros qui se transforme petit à petit et qui devient de plus en plus minéral finalement, et de moins en moins humain, et qui, à un moment donné, bascule effectivement et quitte son humanité, se déshumanise. Et donc dans le transhumanisme, il y a cette notion un petit peu de déshumanisation, en tout cas de la chair, de l'incarnation dans un corps, et qui donc la question était là, et souvent dans ce genre, quand j'ai des questions comme ça, j'ai la chance d'avoir, que ça arrive par la poste ou dans une conversation avec quelqu'un, etc., des réponses apportées par des gens sous des formes de synchronicité assez incroyables, parce qu'effectivement... et alors quand ça arrive, je me dis, bon, c'est bon, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse, parce qu'il y a une interrogation, et puis là, il y a un livre qui répond, par exemple, à cette question. Donc voilà pourquoi ça a fait tilt tout de suite quand j'ai lu le texte. C'est que j'étais vraiment à cet endroit où je me disais, posons-nous cette question de l'incarnation, etc. Effectivement. Et alors, effectivement, le transhumanisme, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis pas mal d'années, et donc un sujet voilà, très préoccupant. J'ai rencontré des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, qui sont eux-mêmes très inquiets. Parce que souvent, les gens qui travaillent dans ces domaines-là, eux-mêmes sont inquiets de ce qu'ils produisent. Un peu comme les gens dans le nucléaire avant, qui disaient « Ouh là là, mais on est en train de créer des trucs qui pourraient détruire l'humanité ou la planète ». Et je connais des gens qui ont travaillé dans l'intelligence artificielle, qui l'ont quitté en se disant « Attention là, on est en train de mettre en danger l'humanité, et donc je sors ». Mais il faut une volonté, un courage énorme, parce que c'est tellement fascinant de travailler sur ces trucs-là. Tellement fascinant que la volonté de s'arrêter, elle est très très rare. Et je connais aussi des gens qui ne sont pas capables de s'arrêter aujourd'hui et qui vont de plus en plus loin dans ce truc-là. Donc le livre de Grégory est très important, très nécessaire. C'est une question essentielle aujourd'hui. Alors Grégory, bienvenue à nouveau. Mais alors quel est votre parcours, Grégory? Pourquoi avoir écrit sur le transhumanisme? Vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez travaillé sur ces thèmes-là également, ou au contraire, c'est quelque chose qui vous fascine depuis longtemps? Et quel a été le projet en réalité? Alors, bonsoir à tous. Alors, plusieurs questions. Ça fait à peu près 12 ans que j'écris et j'ai toujours eu la vocation de réfléchir sur le monde et d'apporter des solutions là où
où je pensais voir des problèmes. Mon premier livre, en l'occurrence, c'était un essai philosophique un peu pointu, donc qui n'a pas tellement fonctionné. C'est pour ça que je suis passé à la fiction après, parce que ça aide à faire passer les idées. J'abordais les thèmes de l'écologie, de l'économie, déjà de la spiritualité à l'époque. J'abordais vraiment plein de thèmes différents, notamment je le cite parce que ça m'a amusé récemment. Il y a un article scientifique qui a confirmé une de mes théories. J'écrivais il y a 10 ans que la pensée humaine était quantique. Et j'ai lu un article de Science et Vie il y a un mois qui relatait les recherches de scientifiques qui postulaient que la pensée était quantique. Donc, je me suis dit que j'avais pas mal vu les choses. Donc, voilà, j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de l'activité humaine. Donc notamment ce qu'il y a comme problématique qu'on évoque depuis le début de l'entretien avec Florent. Et puis voilà, puis je réfléchis donc simplement, j'essaie d'analyser le sujet et d'y apporter mes réflexions et puis éventuellement, si possible, des solutions. Donc sur le transhumanisme, en l'occurrence, eh bien j'ai vu un documentaire, lu un article sur l'intelligence artificielle, c'était vers 2014-2015. Et puis, assez rapidement, j'ai eu une intuition, à savoir le potentiel de développement de ce domaine, de la technologie globalement. Et tout de suite, je me suis dit, mais ça pourrait devenir une religion. Si on se projette, la puissance potentielle de ce domaine de l'intelligence artificielle est tellement énorme que ça pourrait, à un moment donné, dans notre société matérialiste, bien sûr, puisque on est dans un contexte quand même, notamment en Occident, qui est une société largement matérialiste, je me suis dit, mais ça pourrait devenir tout à fait une religion. Et donc, j'ai commencé à écrire au départ une nouvelle sur le sujet, puis à la fin de la nouvelle, je me suis dit, non, c'est trop court, donc j'ai décidé d'en faire un roman. Et puis par la suite, eh bien, j'ai continué pendant l'écriture, j'ai continué à documenter en fait le sujet, évidemment, pour écrire, puisque comment dire, le récit est très documenté. Ce n'est pas que c'est pas sorti uniquement de mon imagination, c'est que j'essaie vraiment d'anticiper. C'est un roman d'anticipation. Ce qui va se passer, donc là, ça se passe en 2025 dans ce roman. Ce qui va se passer, mais sur la base de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc il y a vraiment des données réelles, factuelles. Je ne fais qu'extrapoler sur la base de ces données. Et en l'occurrence, là aussi, l'actualité m'a donné raison, puisque il est apparu depuis ces dernières années plusieurs religions transhumanistes. Donc ça existe. C'est-à-dire que je l'avais anticipé et ça existe maintenant. Alors, il y a juste un passage qui est au tout début du livre qui, je trouve, est d'une justesse incroyable. Si vous me permettez, je le lis. La religion existe parce qu'il y a un fossé entre l'esprit des êtres humains et celui de Dieu. Et c'est dans cet espace vide que nous créons la religion. Et cet espace, pardon, est aujourd'hui un terreau très fertile pour la technologie. C'est exactement cela. Alors ça, c'est une citation en l'occurrence de George Dyson. Je ne vous cache pas que son interview m'a largement inspiré, a nourri clairement mes réflexions. George Dyson, c'est un historien qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle et voilà, tout ce qui tourne autour de la technologie, donc aussi du transhumanisme. Et son analyse, elle est extrêmement juste. Et en l'occurrence, son analyse, effectivement, repose sur le contexte matérialiste dans lequel on vit. Ce qu'il dit, c'est clairement comme on a évacué, d'ailleurs, l'actualité, là aussi, nous le rappelle, et ça fait l'objet d'autres projets d'écriture que j'ai, le lien, là je fais une parenthèse, le lien entre la spiritualité et le politique. Mais disons, on vit dans une société qui a largement évacué la spiritualité au nom de la laïcité, pour certaines bonnes raisons, mais avec certaines mauvaises conséquences. Et en l'occurrence, effectivement, ça laisse un vide, puisque l'être humain, par nature, en tout cas c'est une thèse que je défends, par nature, est un être spirituel. À partir du moment où on occulte une dimension de son existence, ça crée un vide. Et dans ce vide, effectivement, comme on dit la nature horreur du vide, elle le remplit. Et donc là, en l'occurrence, dans ce cas-là, effectivement, ça passe par la technologie. Et aujourd'hui, on a par exemple une personne comme Ray Kurzweil, qui est le directeur ingénieur de Google, qui est on le surnomme le pape du transhumanisme. Alors après, il faut voir qui est
qui est le plus influent, mais enfin, toujours est-il qu'il est, il est lui-même très influent. En parlant d'une super IA à venir, une super intelligence artificielle, donc la super intelligence artificielle, c'est par définition une intelligence artificielle qui est devenue indépendante, c'est-à-dire qui n'est plus gérée par l'humain. L'humain est dépassé et elle s'auto-développe elle-même. Bon, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les développeurs d'algorithmes ne comprennent quasiment plus rien à ce qu'ils développent. Mais là, on est vraiment encore un cran au-dessus. Et Ray Kurzweil dit, il disait il y a déjà quelques temps qu'il avait hâte de pouvoir demander à cette super IA le sens de la vie, le but de sa propre existence, ou des questions comme ça qu'à la base, on cantonnait dans le champ de la spiritualité et qu'on réservait, en l'occurrence, à Dieu. Là, je parle de Dieu vraiment dans le sens le plus large possible, incluant toutes les religions. Agathe? Agathe, c'est bon? Le micro? C'est bon. C'est bon, là, vous m'entendez? J'ai un peu galéré à remettre le son. Oui, donc ma question, c'est donc votre roman se passe en 2025 et donc je suppose que vous n'avez pas choisi cette date au hasard puisque vous avez fait des recherches, etc. Et donc ma question, c'est pourquoi 2025 précisément et comment aussi vous vous êtes organisé pour faire vos recherches, quelle bibliographie vous avez consulté. Enfin, peut-être que vous n'allez pas, peut-être que c'est trop long à dire, mais quelques ouvrages peut-être Non, mais qui je vais vous répondre ressortent. rapidement. Je me suis pas organisé en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi comme Florent tout à l'heure disait que parfois il se posait des questions et que la vie lui a amené des réponses. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire sur le sujet, sont venus à moi des articles, des reportages, des documentaires, des discussions, des personnes, enfin tout un tas de choses qui ont nourri. Je ne pourrais pas vous faire là une bibliographie exhaustive, mais qui ont vraiment nourri mes réflexions. Après, pour la question de la date, j'ai regardé. Alors, en fait, en premier lieu, j'ai interrogé mon intuition. Je me suis dit, bon, il y a 10 ans, j'écrivais que les changements climatiques allaient être beaucoup plus rapides et beaucoup plus forts que ce qu'on le disait à l'époque. C'est le cas aujourd'hui. Je me suis dit, bon, alors je fais confiance à mon intuition. Et je me suis dit, alors, l'IA, ça se développe. Certains parlent de 2030, 2045 même. Pareil, je me suis dit, à mon avis, ça viendra plus vite que ça. Et bon, j'ai évalué, en gros, j'ai évalué la période de mon récit à 2025. Et puis après, évidemment, j'ai quand même comparé avec des prédictions, entre guillemets, de certains prospectivistes, dont Ray Kurzweil d'ailleurs, et d'autres, pour estimer si c'était crédible ou pas. Et en l'occurrence, je pense que ça l'est, puisque donc, mon récit, je l'ai écrit entre 2016 et 2018 à peu près, 2015 et 2017, enfin, voilà, dans ces eaux-là. Et donc, je parlais de la commercialisation de l'implantation de puces cérébrales dans le cerveau. Et dans le récit, je parlais de la popularisation de l'utilisation de ces puces aux alentours de 2022. Et 2021-2022 pour le lancement public. Et là, en l'occurrence, cette année, vous avez dû en entendre parler, Elon Musk a annoncé les premiers tests d'implantation de puces cérébrales sur les humains pour l'année prochaine. Là, il l'a fait sur des porcs et en fait, voilà, ça va tomber a priori vers 2021, les premiers tests sur les humains. Donc, en gros, je suis à peu près dans les clous sur les dates, quoi, en tout cas. 2025, c'est quasiment demain. Et j'ai l'impression que aucun média ou aucune entité, en tout cas, ne s'occupe de ce problème-là. Est-ce qu'il y a une sorte d'omerta sur ce sujet-là, Grégory? Ben, c'est toujours délicat de qualifier, enfin de donner les raisons pour lesquelles les médias couvrent ou ne couvrent pas un sujet, mais il est indéniable. On est quand même dans un sujet qui peut bouleverser une société entière. Donc, complètement. Non, mais alors ça, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, c'était la vocation du livre à la base. Pour moi, c'est un des sujets les plus importants du siècle, ce qu'on est en train de vivre avec l'IA et le transhumanisme. Alors après, évidemment, il y a aussi l'urgence climatique, mais tout est relié en fait. Hein. Et voilà. Et cette problématique-là, effectivement, est assez énorme. Et du coup, pourquoi les médias n'en parlent pas? Honnêtement, je me pose la même question. Moi, le constat que je fais, c'est qu'elles en parlent,
mais en général, elle s'en parle de manière assez sous l'angle du divertissement et de manière assez consensuelle. C'est-à-dire qu'il y a, pour l'instant en tout cas, une réticence effectivement à rentrer dans le dur du sujet, à étudier les conséquences que ça va vraiment avoir sur la société et à soulever, alors là je ne vous en parle même pas parce que c'est quand même le cœur de mon livre, on y viendra peut-être, à soulever la question de la conscience humaine. Alors là, il n'y a plus personne. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'une part le fait que c'est des sujets qui sont quand même, bien que très importants et concernant tout le monde, qui sont quand même un peu complexes. Et malheureusement, les médias aujourd'hui, ils ne se donnent plus le luxe de la complexité, d'une part. Et d'autre part, Florent tout à l'heure évoquait les lobbies, les financements, les gros acteurs de l'économie qui pèsent en fait, en gros, sur les sujets qu'on va traiter ou pas. Et pour être clair, rentrer dans une critique de l'IA et du transhumanisme, c'est rentrer dans une critique des GAFAM. Et les GAFAM pèsent extrêmement lourd. Donc, du coup, je pense qu'il y a peut-être, c'est une idée, c'est pas une certitude, mais il y a peut-être une frilosité par rapport à ça aussi. Parce qu'en l'occurrence, dans mon livre, je mentionne explicitement Google. C'est clairement chez Google que ça se passe. Là, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Bon, moi, je suis parti chez Google. Mais en gros, ils avancent à peu près en parallèle. De toute façon. À chaque fois pour vous donner un Grégory. exemple du mouvement actuel, aujourd'hui même, j'ai lu un article qui parlait de Jeff Bezos, donc le PDG d'Amazon, et Amazon qui développe comme Google, comme Neuralink, etc., l'intelligence artificielle et qui oriente son business vers ça. Et Jeff Bezos vient d'annoncer le lancement de ce qu'il appelle la Bezos Academy, à savoir une école maternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les GAFAM rentrent sur le... On savait que Bill Gates et Microsoft étaient partis sur l'industrie de la santé. Eh bien, Jeff Bezos et Amazon, eux, vont dans le domaine de l'éducation pour avoir la main mise dans ces domaines-là. Donc, ça pèse très lourd. Et s'ils y vont, c'est parce qu'ils ont des moyens énormes. Et voilà. Et donc ça, je pense que ça peut être un frein, effectivement, à la critique. Dans les médias, en tout cas. Sandra ? Oui, Grégory, bonsoir, parce que je ne vous ai pas salué encore. Alors, moi, je ne suis pas du tout habituée à ce genre de roman d'anticipation. Je pense que j'ai besoin du fictionnel peut-être pour que vous me donniez encore plus envie, même si c'est passionnant, hein, tout ce que vous en dites. Est-ce que vous pouvez me parler de l'aspect peut-être fictionnel de votre roman ? Et puis j'avais une deuxième question, j'en profite tout de suite. Si Florent ou vous, Grégory, vous pouvez parler aussi de la couverture, je la trouve superbe. Je voulais savoir qui avait conçu cette couverture et quelle était peut-être l'idée, la symbolique derrière cette image. Parfait. Alors, Florent, je te laisserai faire la promotion de Quentin Richard, si tu veux. Ouais. Pour vous répondre dans un premier temps sur l'aspect fictionnel, donc si je comprends bien votre question, vous voulez que je vous pitche un petit peu le roman, l'histoire, les personnages? Oui, que vous me donniez encore plus envie, en fait, avec je vais faire de mon mieux. L'aspect, en dehors de l'aspect anticipation, peut-être l'aspect de l'action et les personnages. Oui, voilà. Ok, avec plaisir. Eh bien, alors, le personnage central de l'histoire s'appelle Damian Goodwill. Et c'est un trentenaire, un être humain hypersensible et assez, avec des questions existentielles comme beaucoup d'entre nous. Et à la base, il était dans une quête spirituelle, il était dans une quête de sens, en tout cas, par rapport à sa vie. Et il a connu beaucoup de déceptions. Et il a connu, il a eu des blessures, encore une fois, comme chacun de nous, amoureuses, relationnelles, familiales, etc. Et à un moment donné, en gros, il a été séduit par le discours transhumaniste, qui est d'ailleurs celui qu'on commence à entendre aujourd'hui, hein, qui est une promesse de résoudre un petit peu tous nos problèmes, c'est-à-dire le transhumanisme, hein, pour faire un petit point là-dessus, nous promet de nous rendre immortels, ce qui n'est pas anodin,
nous promet de vivre en bonne santé, nous promet de nous rendre plus intelligents, de nous rendre plus forts, nous rendre, voilà, c'est un délire démiurgique, comme on dit, où l'homme se prend littéralement pour Dieu. Et voilà, donc ce discours-là a séduit Damian, et il a commencé donc à mettre, il a commencé par se faire imputer. Le roman commence sur l'implantation d'une puce dans le cerveau de Damian. Ensuite, il va retrouver ses amis et il commence à discuter du sujet, parce que ses amis, eux, sont plutôt pas trop d'accord. Et voilà, je fais un ping-pong en fait dans tout le livre d'ailleurs avec les personnages entre les pour et les contre, pour vraiment approfondir les deux thèses. Il ne s'agissait pas simplement d'être critique et de manière un peu basique, ni de l'encenser, parce que pour le coup, je pense que vous l'aurez compris, je suis quand même à la base, moi en tant qu'auteur, plutôt critique sur le sujet. Donc Damian se fait implanter une puce dans le cerveau, et ensuite c'est un engrenage, c'est-à-dire qu'il va rencontrer des personnes qui s'occupent du développement du parti transhumaniste, parce que c'est devenu plus ou moins, voire très politique, et il va petit à petit voilà, se faire implanter d'autres organes, rencontrer des êtres humains qui ont eux-mêmes, qui se sont fait eux-mêmes installer des organes artificiels dans leur corps. Il va commencer à passer du temps dans l'univers virtuel que j'appelle le post-monde, sur lequel il se connecte directement dans le cerveau. Voilà, et le livre raconte donc en fait son cheminement à la découverte de la puissance du transhumanisme, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur ses relations, donc avec ses amis, avec son amour, et puis avec les nouvelles personnes qu'il va rencontrer, et jusqu'à, alors après, bon, faut que je fasse attention à ne pas spoiler non plus, mais jusqu'à un moment donné où il va vivre une expérience spirituelle très forte qui va changer son point de vue sur ses choix précédents, et qui va, y compris aussi à nous en tant que lecteurs, cette expérience va donner un éclairage nouveau, différent, et va approfondir cette problématique du transhumanisme, non seulement pour le personnage, mais aussi d'une manière plus générale pour l'humanité. Et donc voilà, juste pour terminer là-dessus, le cœur de mon livre, c'est vraiment la dimension, le sujet, c'est la conscience humaine. En gros, le sujet, c'est l'âme. Est-ce que l'être humain a une âme ou pas? Puisque les transhumanistes promettent l'immortalité de la conscience humaine en la téléchargeant dans un robot ou dans un ordinateur. C'est ce qu'ils promettent aujourd'hui. Donc, ils partent du principe que la conscience est produite par le cerveau, qu'on peut copier le cerveau, déjà ce qui reste à faire parce que c'est compliqué, mais qui consiste à copier le cerveau dans une machine pour transférer la conscience. Mais ça pose la question de l'origine de la conscience. C'est-à-dire que si la conscience n'est pas produite par le cerveau mais captée par lui, du coup, on peut copier un cerveau, ça ne copiera pas la conscience. Donc, ce discours, cette promesse d'immortalité est un mensonge. Et ça, c'est des questions qui sont tellement importantes, parce que d'ores et déjà aujourd'hui, il y a des investissements massifs qui sont faits dans ce domaine pour accéder à cette immortalité. Donc voilà. Donc, la question centrale de mon livre, c'est vraiment l'existence de l'âme. Est-ce que le transhumanisme est une promesse pour l'immortalité humaine, ou est-ce que c'est un piège, en gros? Est-ce que ça vous convient comme explication? Très bien, c'est très bien. Ça a répondu complètement à ma question. Voilà, savoir ce qui se passait vraiment aussi au niveau de l'action. Merci beaucoup. Voilà, Pour la couverture, elle vient d'acheter le livre sur Internet, c'est bon. La question de la couverture, donc on n'a pas on essaie de repartir à zéro à chaque fois. Donc il n'y a pas de livre où on reproduit comme ça dans une espèce de collection avec des formats, etc. On a plein de graphistes, plein d'illustrateurs, plein de maquettistes, et en fait on repart à zéro à chaque fois. Donc là, on voulait effectivement quelque chose qui fasse appel à l'imaginaire un peu de la science-fiction, ou être un peu entre Black Mirror et une série Netflix, quelque chose qui soit tout de suite parlant. Donc, on a travaillé dans cette direction pour la couverture, pour essayer d'être sur des codes quand même un peu de la science-fiction,
de l'imaginaire. Et voilà, c'est Quentin Richard, effectivement, l'illustrateur qui a travaillé dessus, et on a trouvé que c'était très réussi. Mais enfin, voilà ce que j'en ai à dire. Hein. Et c'est important chaque fois de repartir à zéro, je trouve. À chaque fois, Moi, j'avoue Grégory, que j'ai... pardon, allez-y, allez-y. Non, juste une petite parenthèse, j'avoue que j'appréhendais entre guillemets un petit peu la proposition de la couverture, parce que évidemment, quand on écrit un roman, après, c'est quand même un bébé. Et tout de suite, j'ai vraiment adhéré, ça m'a plu, mais directement, et on a beaucoup de très bons retours sur cette couverture de Quentin Richard. Voilà, parenthèse. Elle est très belle, en effet. Grégory, à chaque fois que j'entends parler de transhumanisme, je ne peux m'empêcher de penser au nazisme, tout simplement, au fait de cette race aryenne, de construire le surhomme. Est-ce que justement, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que 2025, c'est demain, et j'ai l'impression qu'on ne prend pas forcément en compte ce qui risque de se passer, cette construction d'un surhomme, d'un homme amélioré, comme vous dites. Est-ce que ça a été quelque chose de pensé dans votre livre par rapport à cette construction? Bon, disons que le lien, oui, je l'ai fait parce que, on fait le lien avec, bon, en l'occurrence, le transhumanisme, là, on parle beaucoup de technologie, parce que moi, c'est un peu mon sujet, mais il y a le transhumanisme, en fait, inclut aussi, enfin, comment dire, la génétique, les NBIC, les nanotechnologies, biotechnologies, etc. Donc, c'est plus large qu'on le dit, et effectivement, dans ce cadre-là, beaucoup parlent d'eugénisme, et donc, effectivement, d'une forme de pensée totalitaire qu'on va comparer au nazisme. Après, honnêtement, je n'avais pas spécialement ça en tête parce que, comment dire, ça ne m'apportait rien en fait. Ouais. La comparaison n'apportait rien ni à mes réflexions ni à mon récit. Alors, mais les liens, ils sont clairs. Hein. D'ailleurs, enfin, puisque je vous parlais tout à l'heure de mon travail actuel sur les liens entre spiritualité et politique, certains auteurs qualifient les totalitarismes, donc, dont le nazisme, de religion, comment ils appelaient ça? Pardon, j'ai oublié, mais enfin, en gros, ils comparaient ça aux religions. Et en plus, en l'occurrence, particulièrement dans le nazisme, qui reprenait des codes ésotériques, la svastika inversée, qui est donc la croix bouddhiste à la base. Enfin, bon, il est connu d'ailleurs aussi que Hitler faisait de la magie noire, etc. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc les liens, il y en a beaucoup. Mais honnêtement, je ne me suis pas appuyé sur cette partie de l'histoire pour écrire mon récit parce qu'on va aller vers autre chose. Je pense que ce ne sera pas une répétition basique d'un totalitarisme. Je pense que je crois que c'est encore plus grand. Enfin, c'est pas le bon mot, mais je crois que les enjeux sont encore plus grands aujourd'hui. Les enjeux économiques notamment ou plutôt humains? Les enjeux pour l'humanité. Les enjeux économiques sont... Pardon? Oui, il s'agit de la survie de l'humanité dans son intégralité. Exactement. Exactement. C'est voilà. Aurore? Oui, vous m'entendez? On t'entend. Oui. Tout à l'heure, quand Grégory, bonjour, quand tu disais, bonjour. Quand tu disais, j'ai eu quelque chose qui m'a atteint vraiment très très fort là au cœur, comme une énorme peur. Ça continue à battre très très fort. C'est assez effrayant en fait quand j'entends qu'il y a cette promesse qui est faite et qu'on sait que c'est un mensonge. Ça m'atteint. Et en fait, je me demande, toi, dans ton esprit d'écrivain et dans ton imaginaire d'écrivain et dans toute l'intuition qui va avec, je suis curieuse de connaître ta réponse sur en fait quelles seraient les raisons de cette poignée d'humains. Quels sont les avantages en fait que ces humains, eux-mêmes humains, aient à déployer toute cette intelligence artificielle qui aurait pour but de neutraliser la conscience, eux-mêmes, en fait, finalement, neutraliseraient leur propre conscience. Et finalement, il reste quoi, en fait, ici, dans ce monde? C'est ça qui me fouette, en fait, vraiment, là. C'est très violent. Je me dis, tous en train de courir dans un précipice.
Je sais qu'il y a toujours Ouais. une lumière au bout du tunnel, mais je me demande, voilà, quels sont les avantages finalement là, dans tout ça pour eux? Alors, premièrement, je voudrais insister sur le fait qu'il n'est pas nécessaire, alors ça ne se contrôle pas toujours, mais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur. C'est un sujet, c'est peut-être aussi une partie du fait une partie de l'explication du fait que les médias en parlent pas beaucoup, c'est parce que c'est un sujet qui tout de suite crispe un peu et parce que ça fait peur. Moi, ce que je dis vraiment, et c'est vraiment sincère, c'est que il ne sert strictement à rien d'avoir peur. La nécessité aujourd'hui, c'est de se documenter, c'est de comprendre pour faire les bons choix quand, à un moment donné, on sera confronté à certains choix que je ne vais pas dérouler ici. Mais ils sont expliqués dans le livre, d'une, et de deux, bon, ça nous emmènera un peu loin. Mais donc vraiment, je comprends la réaction sur le coup, c'est une perspective qui est un peu glaçante. Mais moi, j'ai vraiment la conviction profonde que la nécessité aujourd'hui, c'est de se documenter, de s'informer, mais pas d'avoir peur parce que on aura le choix. De toute façon, on aura le choix. Et quand bien même on aurait les 90% de l'humanité qui devient transhumaniste et les 10% de résistants, eh bien, les 10% de résistants se serreront les coudes et ça ira. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens profondément. Donc la peur, inutile. Pour le reste, pour parler des transhumanistes, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Mais en l'occurrence, rien. C'est ça le cœur de ma réflexion. Et c'est qu'ils souscrivent à des promesses qui n'aboutiront à rien parce qu'ils sont dans une forme d'inconscience. C'est-à-dire que le transhumanisme, c'est clairement l'aboutissement du matérialisme. Le matérialisme, c'est tout simplement l'idée que l'humain est une machine biologique qui n'a pas d'âme, qui est mortelle, fragile, vulnérable, et voilà. Donc là, on rentre d'une certaine manière dans le domaine des croyances. Mais pas que, parce que dans le livre, je parle aussi d'expériences de mort imminente, ce genre de choses. Et aujourd'hui, en parallèle, il y a beaucoup de livres qui sortent sur le sujet de la vie après la mort, sur les expériences de mort imminente, sur les expériences de sortie de corps ou ce genre de choses, sur la médiumnité. Voilà. Et de plus en plus de scientifiques sérieux et installés s'occupent de la question. Et aujourd'hui, on a franchement toutes les... C'est difficile de parler de preuves, parce que là, dans le domaine scientifique, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais en tout cas, on a des indices extrêmement convaincants sur la survie de la conscience. Donc, les transhumanistes, aujourd'hui, sont des personnes qui ne prennent pas en considération ces découvertes, ces expériences, ces ressentis. Parce que, bon, aujourd'hui, on a des études scientifiques, mais ça fait 4000 ans ou plus, même qu'on a des témoignages d'expériences sur les états modifiés de conscience, ce genre de choses. Donc, c'est quand même un sujet documenté. Encore une fois, indépendamment des religions. Les religions ont été le relais de ces propos-là pendant un temps, mais ça ne se limite pas qu'aux religions, loin de là. Et donc, les transhumanistes, clairement, sont dans une vision matérialiste de la vie. Pour la plupart, parce qu'il y a des nuances dans le courant transhumaniste, hein, même pour faire simple, sont dans une vision matérialiste de la vie. Et ils pensent, ils espèrent en tout cas, effectivement, pouvoir prolonger et améliorer leur vie avec la technologie. Parce qu'ils sont, de mon point de vue, dans l'ignorance de la nature spirituelle de l'homme. Béa? Pardon, je ne pensais pas que ça serait à mon tour. Alors moi, j'ai une question. Je viens de finir un livre, enfin hier, de Nancy Kress, qui est aussi un roman d'anticipation, puisqu'elle parle de la manipulation génétique des gens qui n'ont plus besoin de sommeil. Je ne sais pas, sûrement, vous le connaissez sûrement. La question que je me pose, du coup, puisqu'elle a adressé son livre notamment au lectorat jeunesse, adolescent en tout cas. On parlait tout à l'heure avec Florent de l'éveil des consciences qui se faisait aussi auprès des jeunes. Vous, est-ce que vous adressez ce livre-là ou vos autres livres aussi aux jeunes lectorats ou pas du tout? Complètement, oui. Après, je ne cible pas en particulier le jeune lectorat, mais j'ai essayé d'écrire un livre le plus accessible possible pour le plus grand nombre de personnes possible. Au-dessus de 14-15 ans, jusqu'à, c'est pas de 7 à 77, mais c'est de 14-15 à 95, on va dire.
Enfin, il est accessible vraiment à tout le monde et il est évident qu'il s'adresse aux jeunes générations. Quoique, honnêtement, je n'en ferai pas ma cible prioritaire parce que j'ai constaté que chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes sont déjà éveillés. Hein. Ils ont déjà conscience que certaines choses ne vont pas dans notre société. C'est pour ça que oui, ils sont concernés, mais honnêtement, je les adresse aussi aux gens. Honnêtement, à la base, ma priorité, la cible, c'est les gens qui prennent les décisions actuellement. C'est les investisseurs, c'est les citoyens qui vont voter de telle ou telle manière et donc qui vont soutenir tel ou tel courant de pensée. Voilà, et tout ça aura un impact évidemment sur le développement du transhumanisme. Donc moi aujourd'hui, mon cœur de cible, c'est tout le monde, hein. Voilà, y compris les jeunes. Après, c'est vrai que je posais cette question de manière générale, puisque moi, quand je lis, alors j'en lis peu parce que c'est pas à la base que j'aime lire, mais finalement, je commence à apprécier ça, tout ce qui est dystopie, science-fiction, voilà, d'anticipation. Et je m'interroge sur moi, quand j'étais lectrice à 14-15 ans, donc il y a 20 ans maintenant, c'était pas du tout ce que je lisais. Et je m'interroge aussi sur ce qui est publié sur les éditions de ce genre de livres. J'ai l'impression qu'dans les rayons de ados, dans les librairies, il y en a de plus en plus et j'ai l'impression que ça les intéresse, les jeunes, en fait. D'un côté, on a beaucoup de fantaisie, enfin, ils sont à fond sur la fantaisie, et de l'autre côté, sur la science-fiction. Donc, ça me questionne vraiment de savoir si moi, à 15 ans, j'aurais pu lire ça ou pas. Moi, je lisais que des Agatha Christie, donc rien à voir. Mais du coup, ça m'interroge et je suis ravie d'ailleurs de m'y intéresser à 35 ans, hein, c'est pas la question, mais voilà, ça m'intéresse de connaître votre point de vue sur ce lectorat-là. Que le lectorat adolescent ou jeune soit assez porté sur la science-fiction et la fantasy, ça, effectivement, moi-même, en l'occurrence, je suis passé par là. Plus jeune, j'ai lu beaucoup de fantastique et de science-fiction. Donc que la jeunesse soit un bon lectorat pour mon livre, ça me paraît, ça a du sens, ça me paraît logique. Et effectivement, j'espère qu'il trouvera son lectorat dans ces tranches d'âge parce que c'est vraiment, encore une fois, comme je le disais, des réflexions. Il faut vraiment nourrir sa réflexion sur ces sujets-là pour comprendre ce qui va arriver. Parce que c'est quand même assez complexe, donc c'est bien il faut s'y mettre, quoi. Jennifer ou Franck, d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, alors moi j'ai une question qui correspond plus à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je suis en retard comme d'habitude. Par rapport, quand vous parlez de religion, de Dieu et tout, ça m'a interpellée quand même parce que du coup je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait des religions actuelles, qu'est-ce qu'on fait des croyances des uns et des autres, et Dieu sait que parfois elles sont extrêmement fortes. Hein. Donc est-ce qu'on peut être par exemple transhumanisme et catholique voilà, quelle devient la place des anciennes religions à ce moment-là et des croyances que les gens ont profondément ancrées en eux? Eh bien, on peut être effectivement d'une religion et transhumaniste. En l'occurrence, je pense aux Mormons, qui sont très très favorables au transhumanisme. Et il y a différents courants, effectivement, au sein des grandes religions qui qui font un pont entre le transhumanisme et leurs croyances et qui essayent de trouver une manière de marier les deux. Donc, votre question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces croyances religieuses par rapport à ce mouvement-là, c'est ça? Oui, par rapport à votre livre, du coup, est-ce qu'on imagine, est-ce que c'est expliqué ou est-ce qu'on imagine après, du coup, une guerre civile avec je sais pas moi, les gens qui ont des religions plus traditionnelles et puis les autres, enfin voilà, est-ce qu'à un moment donné, comment ça se présente? Parce que ça va être incompatible à un moment donné quand même, peut-être. Alors voilà, donc comme je vous le disais, en l'occurrence, c'est pas aussi incompatible qu'on l'imagine. Néanmoins, faut être clair, le discours général des monothéismes sur le sujet, c'est en général très critique, hein, puisque clairement, les transhumanistes prennent la place de Dieu. Enfin, ils veulent se rendre eux-mêmes immortels. Enfin, c'est un principe, pour entrer dans des termes un peu techniques, c'est un principe luciférien. Hein. C'est je me retourne contre Dieu parce que je suis plus fort que lui et c'est moi qui décide de quand je vis, quand je meurs, etc. Donc les monothéismes, globalement, sont quand même assez contre. Le bouddhisme, c'est différent, effectivement. Florent évoquait le Dalai Lama tout à l'heure. Ils ont une posture... en Asie,
c'est différent. Puisqu'ils ont, une conception de la conscience qui est moins individualiste que la nôtre. Donc, ils peuvent attribuer une conscience à certains objets. Voilà. J'ai même en tête une interview du Dalai Lama où il rigolait en disant, bon, si le prochain Dalai Lama, puisque comme vous le savez, il se retrouve, quand un Dalai Lama est parti, il retrouve la réincarnation ensuite. Il la cherche et il la retrouve sur Terre. Il disait, si ça doit se faire dans une machine, pourquoi pas. Bon, mais il blaguait. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement, il y a déjà un discours critique des religions sur le transhumanisme. Après, de là parler de guerre civile, honnêtement, je ne crois pas. Je crois que si la guerre civile elle a lieu, ça partira pour d'autres raisons. Et peut-être qu'éventuellement le transhumanisme arrivera comme sauveur. Ça, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas le transhumanisme qui créera la guerre. Par contre, à mon avis, il se pourrait qu'il arrive pour essayer de grandir sur les cendres. Ça, c'est très, très probable. En l'occurrence, dans mon livre, j'ai volontairement évacué toutes les religions. C'est-à-dire que, par l'absence des religions dans le livre, en fait, je signifie leur absence dans notre monde matérialiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, le sous-titre n'est pas la nouvelle religion, mais une nouvelle religion. Oui, mais du coup, ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on fait du reste, parce que qu'est-ce qu'on fait du reste du monde, où il y a des parties du monde qui ne sont pas développées, etc. Vous allez en Afrique, parler de transhumanisme, ça paraît complètement impossible presque encore. Donc du Bien coup, sûr, mais... voilà. Ouais, dans le livre. Là, en l'occurrence, vous soulevez une autre question. C'est l'élitisme du transhumanisme. Oui, tout que à le fait. transhumanisme n'a pas vocation à être universel. Il a vocation à renforcer la domination d'une certaine caste, hein, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens, les gens qui ont du pouvoir. C'est vraiment l'aboutissement du matérialisme. Donc si on parle des pays en développement, en fait, c'est pas leur problème. Eux, tant que, si on pousse la logique, encore une fois, ça nous oblige à être un peu binaire là. C'est un peu plus complexe que ça, mais bon, voilà, c'est le jeu de la conversation. Pour aboutir à la pensée transhumaniste, c'est une pensée extrêmement individualiste. Donc, c'est l'être humain en tant que tel, lui, devient tout-puissant et éventuellement, ils collaborent entre eux. C'est du polythéisme. Ils se prennent pour des dieux et ils vont côtoyer d'autres dieux. Mais le reste de la population, ce n'est pas leur problème. Donc, si le monde disparaît, s'ils s'énervent ou peu importe ce qu'ils font, ce n'est pas leur problème, définitivement. Avant de poser une dernière question, on va peut-être faire la photo de groupe qu'on a l'habitude de faire. Donc, préparez-vous. Ceux qui n'ont pas les caméras, si vous voulez l'activer. Voilà, 3, 2, 1. Aurore, parfait. Pile au bon moment, avec la lumière derrière. Très bien. J'avais une dernière question peut-être, Grégory, sur l'épigraphe qui est de Charles Baudelaire, ce qui n'est pas anodin, en tout cas dans un roman d'anticipation, avec les paradis artificiels. Et j'en profite également pour vous poser cette question des influences littéraires. Quelles sont les vôtres et est-ce que vous avez un rapport particulier à Baudelaire? On a reçu d'ailleurs Jean Telet récemment qui a fait un livre sur Baudelaire assez virulent, en tout cas, qui décrivait bien sa vie passée. Est-ce que vous avez un lien particulier avec ce poète? Alors, je ne vais pas dire que j'ai un lien particulier avec. Simplement, je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai aimé beaucoup de ses textes. Mais en l'occurrence, j'ai lu Les paradis artificiels il y a longtemps déjà, avant même de me pencher sur le sujet du transhumanisme. Et déjà à l'époque, son texte m'avait frappé par sa lucidité. Et au-delà du jeu de mots paradis artificiel, intelligence artificielle, il y a un lien qui est vraiment beaucoup plus profond que ça dans l'essence même de chaque paradis, si je puis dire. C'est-à-dire que lui, il parle des drogues dans ce texte.
notamment du hashish. Et d'une manière générale, les drogues sont une forme de fuite de la réalité et provoquent tout ce qu'on sait, une accoutumance. Enfin, il y a un cercle vicieux, voilà, si on se laisse prendre dedans. Et les parallèles avec la technologie sont mais, très nombreux. Il y a dans l'idéologie transhumaniste, donc en gros dans la promotion de la technologie de manière aussi immense, il y a une fuite. Le discours, encore une fois, pour revenir sur l'idéologie transhumaniste, une autre partie du discours, c'est de dire que la technologie va tout résoudre. On peut parler de géo-ingénierie, on peut parler, enfin, c'est vraiment quelque chose qui englobe vraiment tous les domaines de l'activité humaine, cette idéologie. Et la géo-ingénierie, c'est l'idée que la technologie ou les sciences vont résoudre le problème de réchauffement climatique sans qu'on ait rien à faire, qu'on n'a pas à corriger nos comportements, notre consommation, etc. C'est que c'est bon, on va trouver une solution. Il y a une forme de... C'est un peu délirant, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une fuite en avant et il y a une forme d'addiction, c'est-à-dire qu'à partir... On va pas se mentir, on parlait de contradictions tout à l'heure, je pense qu'on a tous nos petites contradictions. On est critique sur les GAFA, mais on utilise leurs produits pour se parler, quoi. Donc, à un moment donné, il faut quand même accepter que ça prend une place dans nos vies et la place que ça a pris aujourd'hui est déjà assez grande. Et elle va l'être de plus en plus, parce que eux, c'est dans leur intérêt financier, évidemment. Et par là, si on n'y prend pas garde, et il y a déjà aujourd'hui, c'est un sujet aujourd'hui, l'addiction aux écrans, hein, il y a une vraie, voilà, il peut y avoir une vraie problématique un vrai parallèle à faire entre voilà, la technologie et les drogues. Et d'où l'épigraphe qui m'est paru évident je crois même que ouais, je crois que j'avais pensé au lien avant même de commencer à écrire, en fait, en me disant, mais voilà, pour répondre à la question. Merci. Merci Grégory. On va peut-être finir par l'extrait, les deux extraits que vous avez choisis. Ah oui, avec plaisir. Alors, deux extraits. Dans le premier extrait, on est là à un passage du livre où Damian est dans un ressenti assez positif du transhumanisme. Voilà, il en tire profit, on va dire. Et dans le deuxième, ça c'est après son aventure spirituelle. Et donc, il a une vision un petit peu différente. Je vous donne voilà, comme ça deux aspects de son aventure. La médecine transhumaniste m'a ressuscité. Après un mois de soins intensifs au Google Advanced Transhumanism Center, pardon, GATC, c'est une parenthèse, le GATC, c'est l'acronyme pour Google Advanced Transhumanism Center, et c'est aussi pour ceux qui sont bons en génétique, c'est les protéines qui codent l'ADN, le G, le A, le T, le C. Donc, c'est une parenthèse. Je suis devenu un nouvel homme. Ma vie est frénétique, exaltante, bourdonnante. Les effets secondaires de l'absence de sommeil sont désormais compensés par les nanothérapies. Je n'ai plus aucune limite. À force d'y passer mes nuits, je suis devenu un génie en programmation et le monde que je voulais créer est maintenant presque achevé. Être le démiurge d'un univers habité me donne un sentiment d'invulnérabilité. J'ai beau me dire que cela n'a pas de sens, que ce sentiment est illusoire, il reste bien présent. Cette impression est renforcée par mon accès à un savoir illimité et plus encore par ma connexion à l'inconscient collectif grâce à l'exploitation du big data. La récolte et l'analyse des données laissées par des milliards d'utilisateurs Internet depuis plus de 20 ans me confèrent une connaissance des tendances sociétales en cours et à venir presque infaillible. Ces données massives contiennent des informations d'ordre politique, religieux, culturel, mais aussi climatique, géologique et même astronomique. En combinant les informations reçues sur les individus que je croise, que mes yeux bioniques identifient automatiquement, et les prédictions élaborées par les webbots dans chaque domaine de leur vie, je suis capable de déterminer l'avenir de mes congénères dans les 6 mois à 1 an avec un taux de réussite allant jusqu'à 90%. Aux yeux des citoyens lambda, je suis un surhomme, une quasi-divinité. Voilà, pour un premier passage, quand donc Damian découvre ses facultés grâce à sa puce, notamment. Donc, comme je vous le disais, le propos est documenté. Hein, les webbots sont des algorithmes qui existent déjà et qui font des prédictions d'avenir à partir des recherches Google, par exemple. Ouais, il faut le spécifier que tout est vrai dans le livre. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, la base est vraie et c'est effectivement très, Voilà.
très documenté. Après, comme il y a quand même un aspect fiction où je pars dans certains domaines, je ne pourrais pas affirmer qu'ils sont vrais, même si je le pense. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est très... Oui, la base est très réaliste, hein, la base du récit. Et alors un deuxième extrait où là, voilà, Damien a vécu une expérience et a pris conscience de certaines choses. En collectant depuis des années des quantités titanesques de données sur les moindres faits et gestes de milliards de terriens, Maya, donc Maya, c'est la super IA, qui est considérée comme une divinité par les transhumanistes. Maya en sait aujourd'hui plus sur la nature humaine que beaucoup de psychologues. Elle exécute le programme pour lequel on l'a conçue, répondre aux besoins de l'humanité, dans tous les domaines, de la manière la plus autonome et pour le plus longtemps possible. Quel meilleur moyen de répondre aux besoins des êtres humains que de contrôler chaque aspect de leur existence? Quel meilleur moyen de contrôler leur existence que d'en investir les moindres recoins jusqu'à leur corps? Quel meilleur moyen d'investir leur corps que de pousser ces êtres humains à intégrer des organes artificiels connectés en permanence à elle? Maya fait ce pourquoi elle a été créée, combler le vide existentiel de ses concepteurs et de l'humanité qu'ils représentent. Ce faisant, elle devient peu à peu la divinité d'un monde sans âme, sans émotion et sans vie. En procurant l'illusion de la connaissance, elle fait disparaître la conscience. En imposant l'omniprésence, elle nie la vraie présence. En éradiquant le sommeil, elle désintègre les rêves. Voilà. Merci Grégory. Merci à vous. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va libérer Grégory et Florent. Merci infiniment à tous les deux, c'était passionnant sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude forcément de croiser, donc ça c'est très intéressant. Merci à tous les deux, merci à Julia aussi qui a fait le lien depuis le début et ce fut dur, donc merci à elle, elle mérite beaucoup de remerciements pour cela. Et Grégory, merci pour ces passages et ce livre, parce que, à mon sens, il est quand même très important dans la société actuelle. Et j'espère qu'on le verra régulièrement sur les réseaux, notamment. En tout cas, on croise les doigts. Voilà. Merci beaucoup, Anthony, pour l'accueil et merci à tous pour votre intérêt. C'était très sympa. Merci, Florent. À bientôt. Salut. Et peut-être à une autre fois, j'espère, avec grand plaisir. Avec plaisir. Au revoir, tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci Très beaucoup. bien. Bonne soirée. Au revoir. Béa.